Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour ce troisième épisode de la série de webinaires sur FMS Server, le traitement en temps réel. Donc, on est presque à moitié chemin de la série. En fait, on est au troisième épisode sur 7. Donc, on peut peut-être dire moitié chemin rendu là. Merci d'être parmi nous. Puis, je suis vraiment content. Je vois les noms des gens qui sont inscrits encore aujourd'hui. Puis, il y en a qui nous suivent depuis le premier épisode. Puis, c'est vraiment beau à voir. Puis, on voit toujours aussi des nouvelles personnes qui s'ajoutent. Donc, n'hésitez pas si vous voulez partager la série avec d'autres gens au bureau ou avec d'autres collègues. Ça me fait plaisir. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai un nouvel invité. C'est Félix Lafont-Touican qui va donner le webinaire avec moi. Puis, en fait, j'oublie à chaque fois de me présenter. Mais mon nom, c'est Marc-Olivier Bourdeau. Je suis coordonnateur marketing chez Consortec. Donc, c'est fait. Si je vais agir à titre de modérateur durant la présentation. Donc, vous pouvez voir à votre gauche, il y a l'option pour poser des questions. Je vais les glisser à Félix durant la présentation, si jamais vous en avez. Sinon, c'est certain qu'à la fin de la présentation, il va y avoir une courte période de questions. Puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, je vous présente Félix. Félix, bonjour. Bonjour Marc-Olivier. Félix est détenteur d'un baccalauréat en géographie environnementale ainsi qu'une maîtrise en sciences géographiques de l'Université de Sherbrooke. En 2016, après avoir travaillé à titre d'auxiliaire de recherche pendant près de 2 ans, il se joint à l'équipe de Consortec à titre d'expert conseil en géomatique. Depuis, il participe à des projets d'implantation de solutions de traitement et d'intégration de données géospatiales, en plus d'offrir des formations et du soutien technique sur la technologie FME, avec laquelle il a d'ailleurs obtenu la certification FME Professional. Donc, Félix, considère-toi salué. Merci Marc-Olivier. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des méthodes de traitement en temps réel avec FME Server. Ce qu'on va couvrir au menu du jour, donc une petite introduction sur le sujet. On va voir qu'est-ce qu'on veut dire par le traitement de données en temps réel sur FME Server. On va ensuite aller voir les conditions un peu plus spécifiques pour que ça fonctionne. Ensuite, comment traiter le temps réel dans FME Server, donc comment l'utiliser. Et évidemment, on va poursuivre plus tard dans la présentation avec quelques démonstrations à ce sujet. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je vais passer rapidement sur ces diapositives-là, vu qu'elles ont déjà été présentées dans les premiers épisodes. Mais si vous ne connaissez pas FME, c'est une plateforme d'intégration de données. Donc, il vient en 3 différentes saveurs. FME Desktop, dans laquelle on construit nos workflows, nos processus de traitement et d'intégration de données. Et puis, les versions serveur et cloud qui permettent d'orchestrer les différents workspaces qu'on fait à un niveau plus avancé. Donc, l'idée derrière ça, c'est qu'on peut automatiser nos flux de travail via des déclencheurs, donc des différents événements qu'on prédétermine pour faire déclencher les processus. On construit nos différentes actions via l'interface de FME Server et puis, ultimement, on réussit à éliminer des tâches répétitives manuelles qui prennent beaucoup de temps. Donc, c'est ça un peu l'idée derrière. Donc, première question, qu'est-ce que le temps réel dans FME Server? Donc, le temps réel, ça fait référence en fait à la capacité de FME Server d'effectuer des tâches et d'exécuter des processus de manière ponctuelle en temps réel ou presque. Donc, l'idée, c'est qu'on reçoit la donnée et rapidement, on veut faire un processus qui va la traiter le plus vite possible. On va parler de 3 possibilités principales pour arriver à ce résultat-là avec FME Server. Donc, on va parler des schedules ou des cédules qui sont répétés à des hautes fréquences pour que ce soit pour qu'il y ait un rafraîchissement continu, si je peux le mettre ainsi. On va voir ensuite comment des applications externes peuvent déclencher des opérations sur FME Server dans l'optique de créer un traitement très rapide, donc quasi en temps réel. Et puis, on va également voir un peu ce qu'on appelle le protocole WebSocket, qui est utilisé dans plein d'autres applications web pour le traitement de données en temps réel. J'ai une petite question pour toi, Félix. Est-ce que le REST API pourrait être utilisé pour déclencher des processus sur FME Server?
Oui, effectivement, c'est un bon point. Donc, le REST API, c'est une manière d'accéder aux fonctionnalités d'FMS Server un peu via le back-end. Donc, c'est un peu sous le chapeau des applications externes qui appellent des processus sur FMS Server. Une excellente question, Marc-Olivier. Cependant, on a un épisode de webinaire qui est entièrement dédié au REST API. Donc, je vais laisser un peu plus mon collègue qui va présenter ce webinaire-là approfondir le sujet. Merci. Les conditions spécifiques pour que le temps réel fonctionne. D'abord, la source de données. C'est quoi le taux de rafraîchissement? Est-ce que votre donnée est vraiment mise à jour en temps réel ou à une fréquence X et vous voulez vous timer sur cette fréquence-là, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est ça le deuxième point. Le temps de rafraîchissement, est-ce qu'elle rafraîchit 10 secondes, 1 minute, 5 minutes, une fois par jour? Ça dépend un peu pour tout le monde. Des fois, le temps réel, ça veut dire, je veux juste le faire 2 fois par jour ou à chaque 3 heures, c'est suffisant parce que c'est là que la donnée est mise à jour, mais je veux le faire rapidement sans nécessairement attendre une semaine, par exemple. Donc, tout ça, c'est vraiment des éléments importants à considérer avant de s'embarquer dans une procédure où est-ce qu'on dit, OK, je veux faire du temps réel, il faut connaître notre source de données et le temps de rafraîchissement à laquelle je peux aller chercher cette donnée-là. Ensuite, le support des autres applications intégrées avec FMS Server pour le traitement en temps réel. Donc, OK, FMS Server peut se brancher à une source de données qui est mise à jour de manière très fréquente. On la traite en temps réel ou presque, mais est-ce que nos différentes applications qui en découlent par après, est-ce qu'elles peuvent vraiment se connecter ou utiliser une fréquence de données aussi rapide? Donc, il faut vraiment prendre le temps de se poser la question, est-ce nécessaire ou du moins définir en premier lieu, c'est quoi le besoin au niveau de la mise à jour de la donnée. Donc, c'est vraiment les premières questions qu'il faut se poser. Et puis, si la source, évidemment, permet de se connecter ou du moins d'offrir un rafraîchissement de données très rapide. Pour les schedules répétés. Donc, une des premières méthodes est probablement la plus facile à mettre en place, c'est de planifier une schedule ou une cédule dans FMS Server qui sera répétée plusieurs fois par jour. Donc, j'ai mis ici une petite capture d'écran d'FMS Server dans laquelle je construis une cédule. Donc, ça va lancer un workspace. Là, c'était pour 5 minutes, mais vous voyez, je pourrais le mettre à secondes. Donc, je pourrais le lancer à chaque 5 secondes et mon processus se mettrait en marche à chaque 5 secondes jusqu'à ce que je lui dise d'arrêter. Donc, on peut venir à ce moment-là définir la fréquence comme on la veut. Évidemment, faut être certain que le workspace ou l'action qu'on veut entreprendre pour cette cédule-là s'exécute plus rapidement que le temps d'intervalle qu'on paramètre. Donc, si je mets une cédule répétée à chaque 5 secondes, il faudrait que je sois confiant que mon workspace roule plus rapidement que ça. Généralement, on va monter ça un peu plus. Dans l'exemple que je vais montrer tout à l'heure, c'est à chaque 10 secondes et ça roule assez vite. Je pense qu'on réussit à avoir quand même un taux de rafraîchissement de données intéressant là-dessus. Et dans la plupart des cas, c'est un taux d'actualisation qui est suffisant pour la plupart des mondes. On n'a pas nécessairement besoin de quoi d'extrêmement réactif, du moins dans les cas qu'on a observés dans nos projets. Ensuite, le déclenchement par des applications externes. Donc, l'idée, c'est qu'on a une application, un programme ou un système tiers qui envoie une notification à FMS Server. À ce moment-là, lorsque FMS Server reçoit la notification, il peut déclencher un workspace ou créer une nouvelle notification. Donc, l'image ici présente l'architecture du service de notification d'FMS Server. Donc, à gauche, je vais avoir mon application client qui va envoyer une notification via différents protocoles. Ça peut être un courriel, ça peut être un post HTTP, un Amazon SMS et plusieurs autres ici. Donc, il y en a plusieurs qui sont disponibles sous la rubrique des publications sur FMS Server. Donc, c'est l'outil vraiment qui va recevoir les notifications dans FMS Server. Une fois que la publication reçoit la notification, il publie à ce qu'on appelle un topic. Donc, le topic, c'est vraiment ce qui est au cœur du service de notification. Et une fois que le topic est allumé ou déclenché, si je peux dire, c'est à ce moment-là qu'on va aller vers les subscriptions.
Donc, les subscriptions, c'est l'action qu'on veut entreprendre. Donc, je peux repousser une autre notification différente pour une application tiers, mais c'est dans mon subscription que je vais vouloir venir intégrer mon Workspace FME pour lancer mon processus et traiter la donnée. Donc, c'est comme ça qu'une application externe pourrait déclencher un traitement en temps réel parce que ça se fait directement dès que la notification est envoyée. À noter que sur FME, dans la version 2019, ils ont ajouté les automations sur FME Server. Donc, la portion de gestion sur les publications, les topics et les subscriptions qui se faisait avant, en plusieurs menus, plusieurs pages différentes, mais elle est simplifiée avec les automations sur FME Server, qui ressemblent un peu à des workspaces construits sur FME Workbench. Donc, c'est des boîtes qu'on connecte avec différentes connexions, différentes lignes ici. Donc, j'ai, par exemple, réception d'un courriel, je lance 2 workspaces en parallèle et puis je recombine mon flux pour l'envoyer vers ma destination par après. Donc, c'est une utilisation un peu plus conviviale. La portion automation a été présentée dans le webinaire numéro 2, je crois. Dans le premier webinaire. Ouais. Donc, si ça vous intéresse, allez regarder. C'est vraiment une utilisation intéressante, un ajout qu'ils ont fait en 2019 à ce moment-là. Donc, le protocole WebSocket ou diffusion continue, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un service qui fournit un flux de données en continu, dans le fond. J'ai mis ici une comparaison par rapport au protocole HTTP. Donc, je reste vraiment à haut niveau ici. Quand on fait des requêtes HTTP, donc généralement à peu près n'importe quelle requête qu'on fait sur le web ou qu'on se connecte à un API, on a la portion client et qui est à gauche et la portion serveur qui est à droite dans le schéma présent. Donc, le client envoie une requête au serveur qui retourne une réponse. Donc, on demande une information qui nous est retournée et la connexion est fermée tout de suite après. Donc, juste à l'envoi de la requête, la connexion ouvre. Dès que la réponse est renvoyée, la connexion est fermée. Et à chaque clic ou chaque requête, ben, c'est une nouvelle connexion qui est créée et qui est fermée. Ça se fait vraiment rapidement en arrière, on le voit pas. Donc, ça peut avoir l'air un peu... on voit pas nécessairement ce qui se passe derrière, mais l'idée, c'est que la connexion s'ouvre et se ferme à chaque fois. C'est transparent, mais ça reste qu'on dit... on appelle ça transactionnel. Donc, c'est des petites transactions qui se font à chaque fois. Et quand on va vers le WebSocket, à la place, c'est que la connexion reste ouverte en continu. Donc, la connexion ouvre au tout départ, le serveur envoie une réponse, mais le client peut renvoyer des requêtes et des réponses et la connexion ne se ferme pas. Donc, l'information arrive vraiment en continu. Et puis, elle se ferme juste manuellement quand on lui dit de la fermer, la connexion. Donc, c'est utilisé surtout dans les fenêtres de chat, donc de clavardage en ligne. C'est souvent du WebSocket qu'on va retrouver en arrière pour l'instantanéité du retour des messages. Même chose pour les jeux en ligne. Donc, les jeux vidéo ont besoin d'un rafraîchissement vraiment rapide. Donc, le WebSocket va souvent être utilisé en arrière-plan pour offrir cette capacité-là. Maintenant, sur FME Server, dans le fond, ce qui se passe, c'est que FME Server lit la diffusion, lit le WebSocket et peut donc, une fois qu'il reçoit le flux ou le stream, écrire à différents jeux de données, donc une base de données, des fichiers, ce qu'un workspace normal peut faire, déclencher d'autres services de notification ou lancer un autre protocole WebSocket en diffusion continue. Donc ici, c'est un peu le schéma de comment ça se passe. On a l'application qui envoie le WebSocket, on a notre publisher qui reçoit le topic, et puis notre subscription qui déclenche un workspace, puis dans un deuxième temps, on pourrait avoir le même workspace déclenchant un autre topic et qui va ultimement émettre un autre flux WebSocket en sortie. Évidemment, si on veut que notre application qui la reçoive puisse recevoir du WebSocket, évidemment. En 2009, on irait plus, je cache un petit peu les différentes boîtes ici. On va parler des déclencheurs. Donc, quand on reçoit le WebSocket, ça va amener au déclencheur ou au trigger sur FME Server. L'action va être de lancer le workspace. Et une fois que le workspace est terminé, soit on déclenche une autre action
ou une action externe, donc envoyer une notification, une autre notification de notre application. Donc, juste pour clarifier, Félix, est-ce que FMS Server peut lire et émettre un flux de WebSocket? Oui, c'est exact. Donc, il peut faire les deux. On peut se connecter, se brancher dans le fond à un flux WebSocket et également en réémettre un autre sur FMS Server. C'est une excellente question. Merci. Donc, ici, quelques notes pour comment traiter le temps réel dans FME, divisé selon FME Desktop et FME Server à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui est un peu à savoir concrètement? D'abord, dans FME Desktop, c'est qu'on va vouloir utiliser des transformers un peu plus spécifiques pour traiter la donnée qui va être à recevoir, dépendamment de comment ça arrive, évidemment. J'ai mis le text file reader, donc le reader, c'est pas un transformer, mais dans le cas d'applications tierces qui vont envoyer une notification à FMS Server ou un topic, dans le fond, ça va souvent être sous la forme d'un string JSON qu'il va falloir décortiquer dans le workspace. Et souvent, ça va passer par un reader text file, donc il va lire le texte et utiliser l'information dedans pour faire le travail. Pour les workspaces en tant que tels, sinon, le HTTP caller, c'est un bon transformer pour faire des requêtes sur le web et aller en chercher d'autres. J'ai mis quelques autres exemples comme le GMS Receiver ou le WebSocket Receiver qui, eux, à ce moment-là, sont prévus pour recevoir la notification selon le protocole d'entrée. Et puis, dans le deuxième temps, une fois qu'on a l'information, c'est d'autres transformers qui vont être utilisés pour les prochaines tâches à effectuer. Par exemple, un FMS Server Job Submitter ou un Notifier. Donc, une fois qu'on aurait reçu l'information, traiter un petit peu, on va peut-être vouloir déclencher une autre tâche sur FMS Server ou faire une notification à un autre topic ou renvoyer un autre flux WebSocket avec le WebSocket Sender à ce moment-là. Du côté d'FMS Server, donc ce qu'il faut prendre en note, c'est comment se connecter au flux de données. On va utiliser plus facilement les automations avec la version 2019, donc à coup de trigger reaction ou déclencheur réaction en français. Et si vous n'avez pas FMS avant 2019, on y va avec les publications, les topics et les subscriptions pour gérer tout ça. S'assurer aussi donc de comprendre comment on manipule le texte en réponse. Donc, la notification, ce qui déclenche ou la portion temps réel, souvent ça va être juste une petite phrase de texte en format JSON ou XML, le plus couramment du moins, et qu'il va falloir décortiquer pour lancer le processus qu'on veut en réponse à ça. Donc, une fois qu'on le reçoit, c'est ça, la troisième étape, on lance un workspace où on déclenche la prochaine étape sur FMS Server. C'est l'heure de la démonstration, ou des démonstrations plutôt. Donc, je vais commencer avec les cédules répétées sur FMS Server, donc une utilisation assez courante. Je vais vous montrer un petit workspace ici. J'ai un petit workspace qui se branche aux données ouvertes sur le site web de Bixi Montréal. Donc, Bixi Montréal, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service de vélo partage dans la région de Montréal. Évidemment, on est un petit peu hors saison en ce moment, mais sur leur site web, on peut consulter la carte des différentes stations où on peut aller prendre un vélo ou aller les reporter. Et ce qui est intéressant avec cette plateforme-là, c'est qu'ils ont un flux en temps réel de données qu'on peut aller chercher. Donc, c'est une page XML que je vous montre ici. Donc, à chaque refresh, dans le fond, ça va me sortir l'information la plus à jour. Chaque station ici a sa balise. J'ai le nom, j'ai le numéro d'identifiant, les coordonnées, latitude, longitude. J'ai le nombre de vélos et le nombre de empty docks, donc d'endroits où est-ce que je peux venir déposer un vélo et que ça va être libre, parce que des fois, je retourne au vélo, mais il reste plus de place, c'est bon à savoir. Donc, mais à chaque fois que je m'en vais chercher l'information, je vais avoir le résultat qui aurait été qui va m'être mis à jour, dans le fond, en temps réel. Et puis, je vais me faire un petit historique de ça dans une base de données PostGIS ici. Donc, j'ai la table avec toute l'information qui est dans ce XML-là ici. Et puis, je vais aussi ajouter une date de mise à jour ici. Donc, dans mon workspace, ce que je fais essentiellement,
Je m'en vais chercher l'information. Je me crée des points pour que ce soit dans une base de données spatiale. J'ajoute un petit timestamp pour avoir la date et l'heure. Et j'écris dans ma base de données à la fin. Donc, ce workspace-là est déjà publié sur FMS Server. Je vais aller à mon FMS Server et aller dans mes cédules ici. J'ai ma cédule Bixi Update que j'ai créée au préalable. Je vais l'activer ici et je vais la faire répéter à chaque 10 secondes. Mon workspace, je sais qu'il prend autour de 2 secondes à rouler la plupart du temps quand ça va bien. Donc, j'ai spécifié ici 10 secondes. Ça commence maintenant. J'ai pas mis de date d'expiration. Je vais l'arrêter manuellement. Mon répertoire, mon workspace ici. L'endroit, mon URL pour aller chercher l'information. Je fais OK. Et il est en route. Donc, dans quelques instants, je vais pouvoir voir dans mes jobs que le workspace a bien roulé. Je vais attendre un petit peu et rafraîchir. Et après, je vais pouvoir montrer sur PostGIS que ma date a bel et bien été mise à jour. Donc, ça roule souvent. Vous pouvez voir les tests que j'ai fait hier ici. Et ça m'amène à un quasi temps réel. Les différentes... ma donnée est rafraîchie à chaque 10 secondes. C'est un rafraîchissement assez intéressant. Je vais aller dans ma base de données et faire un petit refresh ici aussi pour aller voir ma donnée si elle a bel et bien été mise à jour et le timestamp ici. OK, je rafraîchis ça tout. Non. Un petit problème de rafraîchissement ici. Je reviendrai un peu plus tard. On peut voir que la cédule roule souvent ici, donc j'ai pas d'erreur à l'écriture, donc j'ai confiance que ma donnée elle est bel et bien mise à jour. C'est juste la portion sur Postgres qui rafraîchit pas comme il faut en ce moment, mais j'ai mon nombre d'entités qui ont été écrites ici comme il faut, donc voilà une première méthode pour mettre à jour notre donnée via des cédules répétées très fréquemment. La deuxième méthode, c'était via une application externe, donc qui va déclencher un processus sur FMS Server. J'ai une autre table ici, une table de bâtiment dans la région de Vancouver, donc qui vient du jeu de données de Safe Software ici, que j'ai ouvert dans QGIS. Donc, l'idée, c'est que je veux être averti à chaque fois que j'ai un nouveau bâtiment qui est ajouté, qui est supprimé ou qui est mis à jour. Donc, ce qui est en arrière de ça, c'est une application JavaScript qui s'appelle Node.js, donc Node.js ici, et qui va lancer qui permet dans le fond de faire un pont à partir de triggers, donc de déclencheurs SQL sur PostgreSQL et un topic sur FMS Server. Donc, j'ai ma fonction de trigger ici dans ma base de données qui va me monter une notification lorsqu'une donnée est mise à jour, insérée ou supprimée dans cette table-là ici. Pour que ça fonctionne, je dois démarrer l'application JavaScript d'abord et une fois qu'elle est partie, elle roule en continu. Donc, c'est peut-être une étape de plus, mais vous allez voir quand même la rapidité du processus. Donc, l'application est ici. On la part avec une invite de commande. Je me suis rendu au répertoire où est-ce qu'elle se trouve et je l'appelle Node avec le script que je veux lancer, PostGIS topic.js. Je lance. Donc, elle est en train de rouler en ce moment. Je n'ai pas de message d'erreur. Et vous pourrez voir, je vais partir le topic monitoring sur FMS Server pour qu'on puisse voir mon topic qui est lancé. Donc, j'ai un topic qui s'appelle PostGIS test topic ici. Et dans mon topic monitoring, je vais pouvoir voir la notification qui arrive.
avec l'information d'insertion, de mise à jour ou de supprimer mon entité sur ma table. Je vais aller ici. C'est ma table PostGIS sur laquelle je travaille dans QGIS ici. Je vais me mettre en mode édition, ajouter une entité. Je vais avoir un identifiant qui est incrémenté automatiquement. Pas besoin de mettre d'informations pour l'instant. Je fais OK. Je vais enregistrer et je peux voir tout de suite mon topic qui a été déclenché quasi instantanément. Donc, c'est le message qui est retourné par l'application Node en JavaScript. Si l'identifiant de mon entité dans le string JSON, le mode insert est la table. Donc, je pourrais ajouter d'autres informations dans mon script. Je vais aller chercher d'autres informations attributaires, par exemple. Mais ce serait suffisant. Dans ce cas-ci, bon, je reçois mon string JSON qui est posté sur mon topic. Donc, une fois que le topic est déclenché, je pourrais avoir mon workspace qui réagit à ce topic-là pour être exécuté. Donc, vous pouvez voir quand même, si je fais un deuxième exemple ici, je vais maintenant aller supprimer l'entité. Je la sélectionne, supprimer, et au moment de sauvegarder donc du commit dans la base de données, j'ai mon delete qui est apparu ici. Donc, c'est vraiment très réactif. Et puis, on est pas mal en temps réel à ce moment-là. C'est peut-être pas un flux de données continu, mais c'est extrêmement réactif. Donc, dès que j'ai une modification à une donnée et que je veux en être avisé tout de suite ou lancer un processus externe, on ne peut pas avoir beaucoup plus rapide que ça ici. Vous pouvez voir, effectivement, le topic a été généré très, très rapidement. La dernière méthode, c'était la portion des WebSockets. Donc, le WebSocket sur FMS Server, j'ai une petite démonstration. En fait, je vais aller vous montrer un plus bel exemple d'abord. C'est une démonstration ici, c'est une carte dans la région de San Francisco. Ils ont généré eux-mêmes le flux WebSocket pour les buts de la démonstration, mais ils se sont inspirés d'informations qui peuvent être diffusées via différents organismes de transport. Donc, la position de certains avions, de navires et d'autobus dans la ville. Et puis, on pousse via un WebSocket en arrière le déplacement de ces entités-là ici. Donc, en ce moment, ce n'est pas un flux actuel, mais qui a été généré via des WebSockets en arrière. Avant d'embarquer dans un projet aussi complexe, je vais vous montrer vraiment juste la base des WebSockets. Donc, si ça vous intéresse, il y a le FMS Server Playground qui permet de voir un peu comment une page web est construite en arrière pour utiliser des WebSockets. Sur Google Chrome, c'est supporté. Et on va juste envoyer des messages. J'ai également ouvert la console de développement de Google Chrome à côté pour qu'on puisse voir comment les WebSockets sont interprétés derrière la page web. Et je vais mettre ça de côté avec ce workspace-là ici, qui utilise un WebSocket Receiver, donc un transformer sur FME Desktop qui permet de se brancher à des WebSockets. Donc, ce que j'ai mis là-dedans, c'est l'URL, donc l'adresse du WebSocket. À noter que ça ne commence pas par un HTTP, c'est un WS pour WebSocket et le deuxième S pour dire qu'il est secure, comme un HTTPS. Et ma requête est vraiment simple, je veux juste aller chercher l'ouverture ou ouvrir le flux WebSocket et recevoir dans l'attribut output ce qui a été transmis dans ce WebSocket ici. Donc, une fois qu'il va être démarré, je vais avoir dans mon logger en bas le retour, le message de retour. J'ai la page web, je vais vous montrer ici juste en arrière. Le message que je vais envoyer, c'est le mot bonjour, tout simplement. Je vais lancer le workspace ici. À un certain moment donné, je vais voir le handshake a été réussi, donc la connexion est établie. Et le workspace, vous remarquerez qu'il roule en continu. Donc, jusqu'à temps que je l'interrompe manuel, je démarre le WebSocket sur la page web ici. Je peux voir mes deux
flux WebSocket sous la rubrique Network et WS pour WebSocket qui ont été démarrés. Et je vais envoyer le message. Et donc, le message en JSON ici dit « Bonjour ». J'ai d'autres informations complémentaires ici. J'ai fermé la connexion tout de suite après. Mais je peux voir dans mon logger que j'ai reçu le « Bonjour ». Si je le renvoie une autre fois, je vais redémarrer la page par contre et renvoyer le message ici. Vu qu'il avait fermé la connexion, donc je l'ai une autre fois. Redémarrer. Donc, cette page web-là, elle referme la connexion après. Je peux voir qu'à chaque fois que je l'ai ouvert, j'ai reçu le message dans mon WebSocket Receiver. Donc, en partant à partir de là, je peux utiliser mes différents transformers qui vont manipuler les strings. Donc, que ce soit un JSON fragmenter ou autre, aller chercher l'information de mon message pour déclencher un processus ou l'intégrer dans mon jeu de données externe. Ça se fait comme ça. Je vais faire stop pour arrêter le processus, mais je crois que ça illustre quand même bien le principe. Donc, le flux WebSocket est arrivé directement là et j'ai pu voir que l'information qui devait être envoyée a été reçue par le transformer et donc ultimement envoyée dans le logger. Donc, ça fait un peu le tour des 3 différentes méthodes. Je vais retourner à mon PowerPoint ici. Donc, on a vu comment utiliser des cédules répétées pour mettre à jour une base de données vraiment rapidement. On a vu comment une application externe pouvait déclencher des topics sur FMS Server et donc ultimement déclencher un workspace. Et puis, on a abordé comment les WebSockets fonctionnaient sur FME. On a d'autres webinaires qui s'en viennent. Donc, aujourd'hui, il est là, donc c'est le traitement en temps réel. Mais au retour de la nouvelle année, on va avoir des webinaires sur l'intégration des autres applications. Une sous-série qui s'appelle le module libre service. Donc, on va voir le Directory Watcher, le REST API et d'autres applications qui sont considérées dans ce module-là, dans le fond. Merci beaucoup. Super. Merci, Félix. On va prendre vos questions. En attendant, juste comme Félix vous avez mentionné, le prochain épisode va être un petit peu plus espacé que les autres puisqu'on prend un petit congé pour le temps des fêtes. Donc, on vous revoit le 15, c'est bien ça, oui, le 15 janvier. En attendant, si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires sur la série de webinaires, n'hésitez pas à m'écrire. Pour la première fois, j'ai mis mon adresse courriel dans le PowerPoint. Donc, si vous voulez nous dire quoi que ce soit, que la série est super, que vous aimez ça ou que vous aimeriez plus de démos, ou peu importe quel type de commentaire vous avez, on est toujours ouvert. Puis c'est surtout qu'on le fait pour vous, dans le fond, qui participez épisode après épisode. Donc, si vous avez quoi que ce soit en lien avec la formule. Puis, comme je disais, on va prendre vos questions. Moi, j'en ai une en attendant que les questions rentrent. Donc, Félix, tu nous as montré plusieurs techniques de traitement en temps réel. Quelles sont les choses les plus importantes à considérer pour les gens qui veulent choisir quelle de ces méthodes utiliser? OK. Donc, c'est une bonne question. Comment choisir la bonne méthode? Je vais revenir un petit peu sur la portion des conditions. Donc, ça va vraiment dépendre de la donnée source ou de l'application qui fournit ces données-là source. Donc, la rapidité pour se connecter, ou du moins pour la fréquence à laquelle ça rafraîchit la donnée. Si ça ne rafraîchit pas en temps réel, on ne peut pas aller plus vite que ce que l'application va nous donner, et, évidemment. Une chose de plus, peut-être à considérer, c'est qu'est-ce qui est possible pour adapter ou modifier cette donnée source-là. Je pense entre autres à l'application. Est-ce qu'on peut ajouter un module externe qui va pouvoir justement nous permettre d'aller faire des déclenchements sur le service de notification d'FMS Server? Donc, si vous avez une permission pour aller
pas modifier la donnée source, mais du moins travailler sur comment elle est diffusée. On va pouvoir aller chercher un certain gain ou aller exploiter le plus optimalement possible comment FME va traiter ces données-là en temps réel. On a une question ici. Oui, oui, ici, avez-vous déjà utilisé du temps réel pour gérer du tracking? Okay. Il faudrait vérifier un peu plus la portion tracking. Je sais qu'on a eu un projet avec une application d'Esri et Tracker, donc pour essayer d'aller chercher l'information via cette plateforme-là d'Esri. On peut se brancher, aller chercher l'information source, ça se fait. C'est plus au niveau du retour ou des communications entre les plateformes Esri et FME Server qui est la portion un peu plus pas difficile à gérer, mais qui prend plus de temps. Donc, côté FME, de ce que j'ai su de ce projet-là, la donnée se traitait vraiment rapidement. C'était plus Esri, le côté de la plateforme Esri qui recevait le retour du traitement qui subissait un délai. Donc, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles à ce propos-là, mais je sais que ça a été utilisé là-dessus. Je sais pas si c'était ça qui était spécifié par le tracking, mais j'ai pensé à l'application Tracker. Dans d'autres cas, il faudrait voir un peu plus, investiguer davantage sur justement la source de données et où l'envoyer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec FME Server. Super, merci. Donc, on va mettre fin au webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement à Félix ou sinon, s'il y a quoi que ce soit par rapport au webinaire, je vous invite à m'écrire directement. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, puis on se revoit le 15 janvier. Merci beaucoup. Merci.